Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle est venue à son mariage avec des quadruples, un millionnaire stupéfait. Jonathan Reed était un homme que tout le monde enviait. À 38 ans, il incarnait l'image même de la réussite américaine, élégant, stratège et visionnaire. Il avait bâti, en un peu plus d'une décennie, un empire technologique international, avec des sièges à San Francisco, Tokyo, Londres et Berlin. Son entreprise, Reed Innovation Group, avait révolutionné la communication en ligne et l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Mais au-delà des chiffres et des articles de magazines, c'était son assurance tranquille, presque magnétique, qui fascinait. D'une voix calme et posée, il savait convaincre investisseurs et journalistes. Son regard gris-acier et son port altier lui conféraient un air de diplomate, tandis que son sourire discret suggérait un homme qui avait tout, et qui savait s'en montrer digne. Dans les dîners mondains, les femmes le regardaient avec une admiration discrète, et les hommes, même les plus puissants, cherchaient sa reconnaissance. Ce jour-là, en ce doux matin de mai, Manhattan s'éveillait sous une lumière dorée. Le ciel était clair, les arbres du Central Park étaient en fleurs, et une brise légère faisait danser les feuilles dans les avenues tranquilles de l'Upper East Side. Jonathan s'apprêtait à épouser Emily Collins, la femme qui, selon lui, avait réussi à toucher ce que même le succès n'avait pu combler, son cœur. Elle était l'image de l'élégance naturelle. Avec ses longs cheveux châtain clair, ses yeux couleur miel, et une voix douce aux intonations sincères, Emily avait su conquérir non seulement Jonathan, mais aussi l'estime des sphères les plus exigeantes de la haute société new-yorkaise. Elle venait d'une famille influente du Massachusetts, fille d'un ancien sénateur et d'une professeure de droit respectée à Harvard. Mais Emily avait refusé de se contenter de son héritage. Elle avait fondé sa propre fondation à 26 ans, œuvrant pour l'éducation des jeunes filles dans les quartiers défavorisés. Son engagement et sa discrétion avaient séduit même les plus cyniques. Ensemble, elle et Jonathan représentaient le couple idéal, beauté, intelligence, influence et cœur. Leur mariage avait lieu au Plaza Hotel, dans le grand salon doré, dont les lustres en cristal brillaient comme des constellations tombées du ciel. Des dizaines de décorateurs avaient transformé la salle en un véritable jardin suspendu, des arches de pivoine, des cascades de lys blanc, des pétales de rose tombant doucement sur les tables comme une pluie bénie. Le parfum subtil des fleurs se mêlait aux notes de piano jouées par un musicien venu tout droit de Vienne. Les invités étaient arrivés dès midi, arborant robes longues en soie, smoking parfaitement taillés, broches anciennes et diamants rares. Sénateurs, magnats de la finance, artistes renommés, tous voulaient être témoins de cette union. Les flashs des photographes crépitaient à l'extérieur. Les serveurs, en gants blancs, circulaient avec des plateaux d'amuse-bouche et de champagne millésimés. La musique, un mélange délicat de jazz et de musique classique, flottait dans l'air comme un enchantement. Dans une antichambre, Jonathan ajustait sa cravate en soie bleu nuit devant un miroir ancien. Son meilleur ami, Daniel Weston, lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Tu réalises que tu vas te marier devant plus de 400 personnes ? Et que personne ne doute que c'est l'union du siècle ?» Jonathan esquissa un sourire. « J'ai conquis le monde. Maintenant, je veux construire un royaume avec elle. » Tout semblait parfait. Trop parfait, peut-être. Car personne, ce jour-là, ne se doutait que derrière cette façade irréprochable, un événement inattendu allait bouleverser le cours de cette journée. Un événement qui remettrait en question l'ordre établi. Une arrivée qui ferait trembler les fondations même de ce conte de fées moderne. Alors que le cortège nuptial s'apprêtait à s'élancer dans l'allée centrale, un léger frémissement parcourut l'assemblée. Ce n'était d'abord qu'un murmure, un simple bruit de fond. Puis les têtes commencèrent à se tourner, les conversations s'arrêtèrent brusquement, et les visages se figèrent, certains dans la surprise, d'autres dans une forme d'incrédulité presque gênée. La porte arrière de la salle venait de s'ouvrir avec une lenteur calculée, comme dans une scène de film. Et là, se tenait une femme à l'allure à la fois simple et souveraine. Droite, assurée, vêtue d'un tailleur ivoire au tombé parfait, elle irradiait d'une élégance qui ne cherchait pas à briller, mais qui captait tous les regards. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon flou, dévoilant un visage à la beauté calme, marqué par la force plutôt que la séduction. Ses yeux, sombres et attentifs,
balayait la salle avec une sérénité presque intimidante. Elle s'appelait Vanessa Harper. À ses côtés, marchaient 4 hommes identiques, et pourtant distincts. Des quadruplés. Tous dans des costumes sombres, taillés sur mesure, chacun portant un détail subtil qui marquait sa singularité, une pochette bleu roi pour l'un, une montre vintage pour l'autre, une boutonnière dorée, une bague discrète. Le contraste entre leur unité physique et leur personnalité affirmée formait une image aussi saisissante qu'intrigante. Le silence qui s'abattit dans la salle fut presque palpable. Vanessa Harper, entrepreneuse brillante et farouchement indépendante, était une figure connue dans les cercles discrets du commerce équitable et de la mode durable. Elle n'aimait ni les projecteurs ni les cocktails mondains. Pourtant, son nom circulait dans les sphères les plus sélectes. Elle avait refusé une acquisition de 50 millions de dollars de la part d'un géant du textile, préférant garder la main sur son entreprise. Elle prônait un luxe éthique, une élégance qui avait du sens. Et aujourd'hui, elle se tenait là, comme une tempête tranquille au cœur de cette cérémonie orchestrée à la perfection. Mais ce qui frappait le plus, ce n'était pas son succès. C'était son lien passé avec Emily Collins, la future mariée. Emily et Vanessa s'étaient connues dans leur enfance, dans une école privée de la Nouvelle-Angleterre où tout semblait promis aux filles bien nées. Elles avaient grandi ensemble comme 2 étoiles contraires, Emily, solaire, adorée, suivie par les regards. Vanessa, plus discrète, plus réservée, avait dû s'imposer dans l'ombre. Une rivalité douce, puis de plus en plus aiguë, avait lentement creusé une distance entre elles. Elle s'était perdue de vue après un différend que personne n'avait vraiment compris, une blessure enfouie sous les années. Et voilà que Vanessa apparaissait à son mariage, non pas seule, mais entourée de ses 4 frères, dont la notoriété commençait à faire du bruit dans les milieux économiques. Ethan, Elia, Emory et Evan Harper. Ils étaient jeunes, brillants, et redoutés dans les cercles d'affaires. Ensemble, ils avaient fondé une holding familiale diversifiée, qui grimpait rapidement dans les classements des entreprises les plus influentes du pays. Ils fonctionnaient comme un bloc lié par un instinct fraternel rare, capable de négocier en silence par un simple regard. Jonathan, jusque-là parfaitement calme, sentit un courant glacé remonter sa colonne vertébrale. Il connaissait le nom des Harper. Il avait même lu un article les décrivant comme les 4 cavaliers du capitalisme responsable. Mais jamais il n'aurait imaginé les voir, ici. Et surtout elle. La vision de Vanessa, avançant entre les rangées de sièges avec la même grâce qu'un chef d'État entrant dans un sommet mondial, troubla profondément Jonathan. Ce n'était pas de la peur, ni même de la jalousie. C'était autre chose. Un vertige. Une tension. Le pressentiment que quelque chose de fondamental venait de se déplacer dans les fondations invisibles de cette journée. Emily, postée derrière le rideau de soie qui la séparait encore de l'hôtel, aperçut la scène grâce à l'ouverture d'une fente entre les rideaux. Son souffle se coupa net. Vanessa ? Ici ? Elle ne l'avait pas vue depuis 7 ans. Leur dernière conversation s'était conclue dans le froid, au bord d'un lac, avec des mots durs et des silences pires que des gifles. Elle n'avait jamais reçu de nouvelles. Pas même un message, un appel, une carte. Pourquoi maintenant ? Et pourquoi avec eux ? Ce retour inattendu n'avait rien d'anodin. Ce n'était pas une apparition impulsive. C'était un message. Vanessa n'était pas venue voler la vedette. Elle était venue rappeler qu'elle existait. Qu'elle n'était ni un fantôme du passé, ni une ancienne amie oubliée. Elle était une force. Une présence. Une femme debout, portée par des années de silence et de construction. Et Jonathan, observant le tout depuis l'hôtel, se demandait si ce mariage, si bien préparé, si parfait sur le papier, pouvait survivre à une telle onde de choc. La cérémonie n'avait pas encore commencé, et pourtant, quelque chose avait déjà changé. Après la cérémonie, alors que les applaudissements s'étaient dissipés dans l'écho doré de la salle, les invités avaient migré vers la réception. Un espace grandiose sous une verrière illuminée de guirlandes suspendues, comme un ciel étoilé recréé au cœur de Manhattan. Les verres de champagne tintaient, les serveurs circulaient avec grâce, et les conversations flottaient dans l'air parfumé de jasmin et d'orchidées. Jonathan Reed, toujours impeccable dans son smoking noir à revers satiné, se tenait à l'écart un instant, près d'un petit bassin décoratif aux reflets miroitants.
Il venait de vivre l'un des moments les plus symboliques de sa vie, mais il n'arrivait pas encore à retomber complètement. Il y avait en lui ce léger vacillement, cette sensation sourde qu'un élément imprévu avait déplacé quelque chose au centre même de l'équilibre. C'est à cet instant que Vanessa s'approcha. Elle marchait avec calme, sans théâtralité, mais avec cette dignité silencieuse qu'on retrouve chez ceux qui n'ont plus rien à prouver. Elle s'arrêta à un pas de lui. Jonathan leva les yeux, croisant son regard. « Je suis heureuse pour Émilie, dit-elle simplement, d'une voix basse et contrôlée. Il n'y avait ni sarcasme, ni tension. Juste une vérité dite avec sincérité. Jonathan hocha légèrement la tête. Il sentait que cette conversation n'était pas anodine. « Mais il y a des choses que tu dois savoir, ajouta-t-elle, presque dans un murmure. Intrigué, mais ouvert, il l'invita d'un geste discret à s'asseoir avec lui sur l'un des bancs de pierre qui longeaient le bassin. Le murmure du petit jet d'eau couvrait leur voix, les isolant du reste de la réception. Vanessa prit une inspiration. Puis elle commença à dérouler les fils de leur passé, avec calme et franchise. Elle lui parla de New Haven, cette ville où elles avaient grandi. Des étés passés à courir dans les champs derrière l'école privée où leur mère enseignait. Des cahiers partagés, des promesses griffonnées dans des carnets, des rires à s'en décrocher la voix. Elle décrivit leur adolescence comme un mélange lumineux de complicité et de rivalité muette, toutes deux brillantes mais différentes. Vanessa, rebelle, créative. Émilie, studieuse, rayonnante. Puis elle lui raconta la faille. Le malentendu. Une lettre mal interprétée, un professeur manipulateur, et un silence qui s'était installé. Au lieu d'en parler, Émilie avait coupé net. Ce n'était pas un cri, c'était une absence. Le genre de rupture qui laisse des cicatrices invisibles. Jonathan écoutait, sans interrompre. Chacun des mots de Vanessa ouvrait une fenêtre nouvelle sur la femme qu'il croyait connaître par cœur. Puis elle aborda les années de solitude d'Émilie. Des années que même lui n'avait jamais soupçonnées. La mort brutale de sa mère pendant sa première année d'université. Un père devenu fantôme de lui-même. Émilie s'était enfermée dans le silence, tenant bon pour ne pas s'écrouler. Elle avait porté son deuil seule, tout en maintenant ses études, ses engagements sociaux, son image parfaite. Elle n'a jamais voulu inquiéter personne, murmura Vanessa. Elle a toujours cru que montrer sa douleur, c'était trahir la force qu'on attendait d'elle. Jonathan serra doucement sa coupe de champagne entre ses doigts. Le poids de cette vérité le frappa en plein cœur. Il se revoyait lui dire, quelques mois plus tôt, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es toujours si sereine. Il comprenait à présent que cette sérénité était une armure. Vanessa poursuivit. Pendant tout ce temps, mes frères et moi, on a veillé. De loin. On savait où elle était. Ce qu'elle traversait. On a effacé discrètement certains obstacles pour qu'elle puisse continuer d'avancer. Sans qu'elle sache que ce n'était pas le destin, mais nous. Elle releva les yeux vers Jonathan. Je ne te dis pas tout ça pour me donner un rôle. Ou pour que tu doutes d'elle. Au contraire. Je te le dis parce que tu mérites de connaître la vérité sur la femme exceptionnelle que tu as choisie. Elle ne s'est jamais plainte. Jamais effondrée. Mais elle a survécu à bien plus que ce qu'on imagine. Un silence dense s'installa entre eux. Jonathan était profondément ému. Il comprenait que ce mariage n'était pas simplement l'union entre deux personnes, mais aussi un point de rencontre entre passé et avenir, entre douleurs enfouies et nouveaux liens à tisser. Il se tourna vers Vanessa, le regard plus doux, plus vrai. Merci. Pour ce que vous avez fait. Pour elle. Et pour moi. Puis, après une pause. Rejoignez-nous. Toi et tes frères. Ce mariage n'est pas qu'un début pour nous deux. C'est peut-être aussi l'occasion de bâtir quelque chose de nouveau, ensemble. Sans malentendu. Sans silence. Vanessa parut surprise. Mais un sourire discret, sincère, étira ses lèvres. Alors faisons la paix. Et faisons mieux. Quand ils se levèrent ensemble, la salle se tourna vers eux. Émilie, qui parlait avec une cousine, croisa le regard de Vanessa à distance. Elles se fixèrent longuement. Puis, dans un geste simple mais symbolique, Émilie avança, laissant tomber la distance. Ce fut d'abord un regard.
Puis un sourire. Puis un pas, deux. Enfin, les deux femmes se retrouvèrent au centre de la pièce. Un bref moment d'hésitation. Puis un long, profond et silencieux câlin, sous les regards suspendus des invités. Un murmure d'émotion parcourut la salle. Certains applaudirent doucement. D'autres retinrent leurs larmes. Jonathan, debout près d'eux, se sentit profondément bouleversé. D'habitude, il contrôlait tout. Il anticipait, calculait, dominait les situations. Mais ce soir-là, il avait été surpris, touché, déplacé. Et il en était reconnaissant. C'était cela, pensa-t-il, que l'amour et la maturité exigeaient, non pas le contrôle absolu, mais l'ouverture. L'humilité d'écouter. La force de reconnaître ce que d'autres avaient enduré en silence. Et alors que la musique reprenait doucement, que les rires et les sourires se mêlaient à nouveau dans l'air, la soirée continua, non comme une célébration mondaine, mais comme un acte de réconciliation. Un moment rare, presque sacré, entre des âmes liées, enfin prêtes à se retrouver. Quelques mois plus tard, dans un auditorium moderne au cœur du quartier de Soho, un événement rassemblait une foule hétéroclite, journalistes, investisseurs, jeunes créatrices, membres de la communauté, et figures influentes du monde des affaires. L'ambiance était à la fois élégante et électrique. Une grande bannière suspendue au-dessus de la scène portait le nom du projet fraîchement lancé. New Root Initiative, cultiver l'avenir des femmes leaders. Aux côtés de Jonathan Reed et Emily Collins, se tenaient Vanessa Harper et ses 4 frères, Ethan, Emory, Evan et Elia. Tous souriants, solidaires, unis non par le sang seul, mais par une vision commune, créer une structure d'accompagnement complète pour les jeunes femmes issues de milieux défavorisés qui rêvaient d'entreprendre, mais à qui il manquait souvent les réseaux, les fonds, la formation, ou la confiance. Le projet mêlait les ressources financières de Reed Innovation Group, l'expertise sociale d'Emily, l'expérience entrepreneuriale de Vanessa dans la mode éthique, et le génie stratégique des quadruples dans la gestion, la logistique, et la croissance à impact. Ensemble, ils avaient imaginé un système innovant, mentorat, bourse, incubateur dans plusieurs États, et même un fonds d'investissement à capital patient exclusivement dédié aux femmes fondatrices. Ce soir-là, la scène n'était pas centrée sur eux, mais sur les premières bénéficiaires du programme. Des jeunes femmes montaient tour à tour sur scène, racontant leurs rêves, leurs obstacles, leur renaissance grâce au soutien reçu. Certaines avaient créé des marques de cosmétiques naturels, d'autres des coopératives alimentaires, ou des entreprises de tech locales orientées vers le bien commun. Dans la salle, l'émotion était palpable. Jonathan, debout à côté d'Emily, observait la scène avec une fierté calme. Il se souvenait de ce jour de mai, quand Vanessa était entrée dans la salle de mariage comme une énigme puissante, perturbant les lignes, réveillant des mémoires enfouies. Ce jour-là, quelque chose s'était fissuré en lui et c'était une bonne chose. Il avait commencé à voir au-delà du brillant vernis de sa vie parfaite. Il avait compris que la plus grande richesse ne se comptait pas en actions, ni en acquisitions. Elle se trouvait dans les relations vraies. Dans le courage de rouvrir de vieilles blessures pour guérir. Dans l'humilité de bâtir non pas seul, mais ensemble, même avec ceux qu'on croyait à jamais éloignés. Il se tourna vers Emily, qui écoutait avec émotion une jeune entrepreneuse haïtienne raconter comment elle avait monté une société de recyclage communautaire dans le Bronx. Elle tenait la main de Vanessa, discrètement. Il n'y avait plus de tension entre elles. Seulement cette tendresse timide qui renaît entre deux êtres qui ont traversé la tempête et choisi le pardon. Derrière elle, les quadruples Harper veillaient, toujours aussi coordonnés, mais plus ouverts. Plus ancrés dans une mission qui les dépassait. À la fin de l'événement, quand tout le monde se leva pour applaudir, Jonathan sentit un frisson le traverser. Pas d'orgueil. Pas de satisfaction superficielle. Mais une joie profonde, une clarté nouvelle. Ce soir-là, en quittant la scène après un bref discours, il posa une main sur l'épaule d'Ethan Harper. Je ne pensais pas un jour faire partie d'une famille aussi improbable. Ethan sourit, mi-amusé, mi-sérieux. Les meilleures familles sont celles qu'on choisit et qu'on construit. Pas celles qu'on hérite. Jonathan hocha la tête. Oui, pensa-t-il. Car ce jour-là, il avait appris que le véritable héritage qu'on laisse derrière soi ne se mesure pas en fortune transmise, mais en vie transformée. Et que parfois,
Une arrivée inattendue à un mariage peut faire naître un avenir qu'on n'aurait jamais imaginé.